nouveau, mais ce sont des gens brillants, c'est-à-dire des gens qui étaient dans le MIT, il faut le rappeler, hein, aux États-Unis, qui, quand ils ont vu les premières machines, les premiers ordinateurs, se sont dit, ces technologies-là, on peut leur faire faire des choses qu'elles ne sont pas censées faire. Bonjour Yassir, comment tu vas? Ça va très bien, Stéphane. Et toi? Ça va très bien, je te remercie. Je te remercie d'autant plus d'être là avec moi. On a eu quelques Avec plaisir. péripéties, quelques changements de programme, mais on est ensemble aujourd'hui, et c'est génial. Alors comme tu le sais Yassir, la capsule Protège-moi si tu peux, c'est le moyen pour nous en fait de communiquer au plus grand nombre des informations simples et d'expliquer qui sont les acteurs de la cybersécurité, quels sont les concepts qui le soutiennent et défendent. Et on va passer un peu de temps ensemble pour essayer de comprendre ce que tu fais, comment tu contribues à l'enjeu de sécurité, et puis on va, j'espère, apporter un maximum de réponses à l'audience. Avec grand plaisir. Pour démarrer, Yassir, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et qui tu es? Alors, tout simplement, je m'appelle Yessir Kazar, je suis né, j'ai grandi au Maroc, je suis venu finir mes études en France. Alors déjà au Maroc, je suis tombé dans la technologie très tôt puisque j'ai eu des ordinateurs entre les mains en étant préadolescent. Ouais, Donc je savais que j'allais finir dans l'IT d'une manière ou d'une autre. J'ai fait des études en méthode informatique appliquée à la gestion, donc MIAGE, et en parallèle à mes études supérieures, j'ai participé à une première création de start-up où j'étais CTO, directeur technique. Après 3 ans d'aventure entrepreneuriale où je pense que j'ai eu la piqûre de l'entrepreneuriat, ouais. je me suis rendu compte que créer une entreprise, c'était un exercice qui demandait quand même beaucoup de compétences. Et donc, j'ai rejoint le monde du conseil où je suis resté pendant 9 ans. Puis après, le virus de l'entrepreneuriat a repris le dessus et c'est là où j'ai décidé de lancer Yogosha. En parallèle à ça, j'interviens régulièrement, soit en tant qu'enseignant vacataire, soit en tant qu'intervenant dans, par exemple, des institutions comme l'IHEDN ou l'IHENI pour enseigner, sensibiliser autour des enjeux des plateformes dans la cybersécurité, le marché de la cybersécurité et tous les sujets autour de la communauté des hackers et des hackers éthiques. Extraordinaire. Ok, donc tu as un parcours qui s'est partagé entre l'entrepreneuriat, le salariat, et puis j'imagine que mener des conférences ou être intervenant, ça t'oblige aussi à faire preuve de pédagogie tout au long de ton parcours. Et c'est une qualité qui va nous intéresser aujourd'hui. Écoute, effectivement, le fait d'avoir une audience de manière générale fait que déjà d'abord, tu es obligé de rester à jour. Oui, Voilà, si on a un minimum de conscience, d'aller revérifier ses sources régulièrement. Et ouais. effectivement, ça oblige aussi à réfléchir à la manière la plus claire, la plus structurée pour s'assurer qu'un maximum de monde dans la salle puisse comprendre le Mm. message qu'on va véhiculer. C'est extra. Je trouve que c'est vraiment un enjeu en plus quand tu es fondateur d'une entreprise. En parallèle, c'est que tu sais que tu dois faire passer des messages clairs et ça t'oblige, comme tu dis, à faire de la veille et avoir une approche un peu globale ou stratégique, on dit, on prend le terme qu'on veut, de son marché. Donc, ne pas s'enfermer dans son business, dans sa cible et dans sa réponse au problème. C'est intéressant. Clairement, clairement. Super. Ben justement, est-ce que tu peux nous parler du marché sur lequel Yogosha est venu s'installer? Bien sûr. J'introduis aussi en disant que finalement, moi, il y a quelques semaines, j'avais fait un appel sur LinkedIn à rencontrer un hacker éthique parce que ce que tu vas nous expliquer, ce que tu fais et le marché sur lequel tu es, à la fois pose beaucoup de questions et nourrit pas mal de fantasmes. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce marché et Bien Yogosha? sûr, bien sûr. Alors, Yogosha, nous, on a une plateforme de ce qu'on appelle cybersécurité offensive, dans le sens où on propose à nos clients de collaborer avec une communauté de hackers éthiques à travers le monde entier pour qu'ils testent leur système d'information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à travers différentes modalités. La modalité avec laquelle on a démarré, c'est ce qui nous positionne sur le marché de la cybersécurité crowdsourcée, c'est-à-dire qui fait appel à la D'accord. crowd, qui fait appel à la communauté, c'est le marché du bug bounty. Alors, bug bounty, bug comme euh, faille, quelque part, et bounty comme non pas la friandise,
mais la prime. Donc, c'est D'accord. prime à la faille. Et l'idée, c'est que dans ce marché-là, on rémunère les hackers à la faille détectée. À chaque fois qu'ils trouvent une D'accord. faille, on le paye pour la faille détectée. C'est de la L'avantage, gamification? c'est C'est de un la... peu, ouais, c'est de la gamification. Alors, il y a forcément un côté un peu gamification parce qu'on va y revenir un peu plus tard. Les hackers, par définition, ce sont des individus qui adorent le défi, qui adorent le Ouais, challenge, qui adorent un peu la compétition dans le bon sens du terme, ouais. sans négliger la collaboration. Et donc, effectivement, il y a cet enjeu-là. Et puis, il y a aussi une volonté d'aller chercher un modèle un peu différent du modèle du test d'intrusion classique pour donner de la valeur à chaque faille trouvée en tant que telle. Et donc, en fait, il va y avoir un marché des prix quelque part D'accord. pour chacune des failles qui vont être trouvées sur le système en fonction de la criticité d'une faille. Plus une faille est critique, plus le prix de la faille va augmenter, D'accord. en sachant que là, l'idée, c'est le client teste ses applications à lui, bien entendu, Oui. avec cette communauté. Alors, ça m'intéresse que tu termines là-dessus. Est-ce que tu peux reformuler ou je m'y essaie, mais pour l'entreprise qui fait appel à un réseau de hackers éthiques et Ouais, qui pratique, comme tu le dis, qui demande de la pratique de tests offensifs ou de cybersécurité offensive, est-ce que tu peux expliquer du point de vue de l'entreprise qui se fait tester son bénéfice sûr. et l'objectif qu'elle, a priori, elle a? Bien sûr, bien sûr. Alors, l'idée pour comprendre le bénéfice qu'une entreprise peut avoir, il est multiple. Et on peut faire l'analogie avec un test d'intrusion classique sans dénigrer ce métier-là. Quand on va faire un test d'intrusion classique, on va avoir un pentester, par exemple, qui va tester une application pendant un certain nombre de jours donnés, ce qui donne lieu à des jours hommes. Donc, il va tester D'accord. À pendant une 5 mission de jours. conseil, quoi. Ici, voilà, il va tester pendant D'accord. 5 jours, il va rédiger un rapport et il va soumettre le rapport. Ce qu'on sait aujourd'hui de l'informatique et de la cybersécurité en particulier, c'est que les applicatifs n'arrêtent pas de bouger. Il y a tout Oui. le temps des mises à jour, il y a tout le temps des nouvelles fonctionnalités, il y a tout le temps de nouvelles attaques qui sortent. Et donc, le défi qui se pose, c'est on sait très bien que quelques semaines après la fin de ce genre de mission, le système d'information a Mmh. déjà changé. Donc, il y Ouais. a déjà forcément de nouvelles fonctionnalités. Donc, l'équation est comment on peut tester de manière continue les systèmes d'information en cherchant des scénarios d'attaque différents Mmh. tout en ayant un business model qui soit intelligent. Et la réponse, c'est, eh ben, nous, on propose de faire tester votre système avec 1000 hackers en même temps. D'accord. Imaginez, vous avez 1000 hackers en même temps qui vont tester votre système et vous allez dire, à chaque fois que vous me trouvez une faille de telle criticité, je vous paye 100 euros. Si c'est une criticité moyenne, je vous paye 400. Si c'est high, je vous paye 900. Si c'est une faille critique, je vous paye 5 000 euros, 10 000, D'accord. etc. Et partant de là, ce qu'on fait, c'est qu'on bloque un budget avec le client. D'accord. On D'accord. va dire, on va mettre 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 euros, par exemple, sur la table. Et à chaque fois qu'un hacker trouve une faille, on va le payer. Et c'est le premier qui trouve une faille qui est rémunéré. D'accord. Le résultat d'un modèle comme ça, c'est que vous êtes testé en continu Ouais. jusqu'à consommation totale de votre cagnotte et après, libre à vous de remettre de l'argent Mmh. ou pas. Et donc, ça permet vraiment de mimer ce que subit réellement une entreprise par rapport à des cyberattaquants, mais en Mmh. leur créant un cadre Ouais. légal, un marché blanc qui leur permet de profiter de gens qui sont extrêmement compétents et de sécuriser mieux leur système. Ah, on voit bien le bénéfice parce que finalement, l'organisation fait appel à la créativité et l'originalité de chaque type de test et d'attaquant, enfin d'attaquant, Exactement. de testeur. Tout à fait, tout à fait. Ok. C'est exactement ça. Du coup, tu parles de marché blanc. Ça me fait penser à l'intérêt de réexpliquer ce que peut recouvrir le terme hacker éthique. Éthique est important, mais néanmoins, l'éthique, c'est une valeur. Donc, comment est-ce que Yogosha ou comment le marché fait pour organiser, obliger, au sens contraindre le hacker à être clairement dans le camp des hackers éthiques? Et non pas ou non plus, parce qu'ils ont peut-être pour beaucoup été aussi de l'autre côté, un criminel de la cybermenace. Alors, c'est un sujet qui est très vaste, dans lequel il y a beaucoup de clichés et beaucoup de fantasmes. Moi, j'aime bien toujours
resituer ça dans le temps et dans l'histoire et dans Ouais. l'étymologie. Le terme hacker, avec cette connotation de virtuosité technique, c'est un terme qui est apparu dans les clubs du MIT il y a un demi-siècle. Ok, c'est Donc, pas nouveau du tout. c'est pas nouveau, mais ce sont des gens brillants, c'est-à-dire des gens qui étaient dans le MIT, il faut le rappeler, hein, aux États-Unis, qui, quand ils ont vu les premières machines, les premiers ordinateurs, se sont dit, ces technologies-là, on peut leur faire des choses qu'elles ne sont pas censées faire. D'accord. Et c'est ce qu'ils ont appelé un hack. Donc, ils lançaient des concours entre eux en disant, est-ce que tu peux faire à cette machine un truc qu'elle n'est pas censée faire de base? D'accord. Et donc, il n'y avait aucune notion de criminalité, de saboter des trucs ou autres. Bien au contraire, ce sont des gens qui ont été persuadés que la technologie pouvait nous aider au quotidien, pouvait nous bénéficier ou pouvait participer à partager l'information. Ils avaient des valeurs autour de la méritocratie, Ouais. de la collaboration. Et d'ailleurs, c'est l'esprit qui a été un peu insufflé dans les startups. Hein. Quand on entend parler les startups, avec leur storytelling. On veut faire d'Internet un meilleur endroit, on veut partager Ouais. l'information. Tu vois, un peu, elles viennent de cette communauté-là. Ce qui D'accord. s'est passé, c'est que dans les années 90, on va avoir les premiers cybercriminels qui vont apparaître, avec peut-être les premiers virus qui vont être lancés, et les journalistes vont du coup déplacer ce terme-là hacker, parce que c'était la seule manière qu'ils avaient pour décrire ces gars-là. Et donc, partant de là, c'est créé une grande confusion sur ce terme-là, qui est sorti du premier idéal original qu'il avait vers cette connotation péjorative. D'accord. Et donc, du coup, le marché corporate, les entreprises se sont sentis quelque part obligés de rajouter un adjectif éthique à côté Ouais. pour dire non mais attendez, c'est des hackers qui ne sont pas. Et du coup, tu vois, on a créé une confusion globale. Moi, sincèrement, je parle de hackers Ok. directement et je parle de cybercriminel quand on veut parler de quelqu'un de malveillant, par exemple. C'est le terme qui est approprié. Maintenant, dans un cadre contractuel, corporate, etc., on ne va pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas parler de l'éthique ou autre, parce qu'effectivement, c'est des sujets sur lesquels on peut avoir des discussions pendant Mm. des heures et des heures. Mm. Il faut parler de la déontologie. Ouais. La déontologie, c'est dans un métier, comment on vérifie concrètement que tu ne fais pas n'importe quoi. Et tes intentions, à la limite, je m'en fous. Donc, comment on fait ça? Eh bien, sur la plateforme, un certain nombre de règles Mm. qui rédigent, qui encadrent, pardon, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, comment D'accord. tu pourras être rémunéré, etc., etc. Et si tu respectes ces règles-là, eh ben normalement, tu es rémunéré, il n'y a pas de problème. Et en parallèle, nous, on a un processus de sélection à la base pour intégrer les hackers et les chercheurs qui vont rejoindre notre communauté. On valide leur expertise, on valide leur statut juridique. Donc, ce sont des Ouais. gens qui, à minimum, sont des indépendants. Certains ont carrément créé une structure commerciale parce qu'ils donnent des formations, parce qu'ils font des Ouais. conférences, parce qu'ils donnent des missions. Donc, on est quand même sur des gens qui sont professionnels et quelqu'un de malveillant, il n'a pas forcément intérêt à venir sur des plateformes comme les nôtres parce que d'un côté, il augmente les chances de se faire attraper Oui. et de deux, à partir du moment où on teste des choses qui sont exposées en ligne, il peut déjà les attaquer de lui-même. On ne Oui. lui donne pas une clé ou un truc qu'il n'aurait pas. Oui, c'est ça qui est intéressant de rappeler, c'est qu'en fait, ils ont accès à ce qui est public. Ils n'ont pas de passe-droit, ils n'ont pas d'informations critiques, pas plus en tout cas que ce qu'un cybercriminel pourrait trouver. Non, pas spécialement. On peut avoir des missions ponctuelles Ouais. où les clients peuvent faire ce qu'on appelle des tests en boîte grise et qu'il peut donner des credentials pour pouvoir Oui, tester des d'accord. choses et autres. Et ce sont des choses assez classiques, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas quelque chose voilà, un secret Ouais. défense ou ce genre de choses. Et c'est d'ailleurs l'intérêt de l'approche. L'intérêt de l'approche, c'est vraiment se mettre dans une situation réelle et dire, OK, moi, si un cybercriminel arrive sur mon système d'information, qu'est-ce qu'il est capable de faire Ouais. réellement? Et d'ailleurs, typiquement, nous, les tests, il n'y a pas, tu te connectes, ils font les tests de 10h à 17h ou ce genre de choses. Ils testent quand ils veulent, à D'accord. n'importe quel moment. Donc, on peut avoir des rapports qui arrivent à 4h du matin. Et c'est aussi ça la réalité. C'est ce qu'on essaie aussi d'expliquer aux clients. Et Tout donc, à du coup, fait. on se met vraiment dans les dispositions de l'épreuve du Mm. feu. La seule limite, c'est que c'est des gens compétents et qui ne vont pas mettre en danger le système du client. D'accord.
Et pour comprendre à la fois ce que Yogosha propose comme cadre, tu parles de plateforme et de cadre, de Ouais, déontologie. Donc on comprend qu'il y a un sujet d'organisation et de mise en musique de ces compétences qui sont de manière hétérogène diffusées enfin, sur l'ensemble du territoire et dans le monde. Et puis il y a la plateforme. Est-ce que tu peux nous exprimer de quelle manière le hacker exprime ce qu'il a trouvé et quel est finalement, là où il s'arrête? Est-ce qu'il documente la faille? Est-ce qu'il nourrit, chez vous, un une plateforme un peu comme on appelle de ticketing? C'est une plateforme qui inventorie des choses que ton équipe derrière, ou que le client va instruire. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu comme bien ça sûr. le Bien «livrable» sûr. entre guillemets? Bien sûr. Alors, comme tu peux l'imaginer, sur une plateforme, tout a été digitalisé. Donc, il y Oui, a des interfaces qui permettent d'un côté de rédiger les programmes, de les démarrer. Donc, un programme, c'est, voilà, on va tester quelque chose, on va le lancer. oui, Il permet d'ailleurs de choisir les typologies d'approche. On a parlé du bug bounty, mais on peut faire du test d'intrusion à la demande, on peut faire du test d'intrusion continue. On a toute une variété d'opérations qu'on peut mmh, lancer. Toujours est-il qu'au bout du bout, on a une équipe opération qui gère et qui met en musique ce genre d'opération pour les clients, pour nous. En fait, le principe, c'est quand les hackers participent à ce genre d'opération, ils ont une interface qui leur permet de soumettre un rapport avec une structure, un d'accord, titre, un abstract, un POC. Donc, un POC, c'est un proof of concept, c'est un preuve du concept, c'est-à-dire ouais, il démontre par A plus B, capture d'écran à l'appui, j'ai cliqué ici, j'ai appuyé d'accord, là, j'ai fait ci. Donc, en fait, il y a tout le mode opératoire qui est donné. Il peut donner des pistes de remédiation. Et l'idée d'accord, pour nous, c'est que la faille doit être exploitable et reproductible. Il faut qu'on puisse reproduire la faille pour justement être capable de dire qu'elle est bien. Il est d'ailleurs, les hackers peuvent donner le score de criticité sur un standard de marché qui s'appelle d'accord, le score CVSS, pour dire c'est une faille critique, très peu critique, extrêmement critique. Et une fois que le rapport est soumis, les équipes du client peuvent discuter avec le hacker via la plateforme, via un système de commentaires, hein, d'accord, en disant OK, super, alors cette partie-là, on est d'accord. Par contre, sur ce point-là, on ne comprend pas pourquoi vous avez fait ça ou pas. Et c'est ce qui permet aussi un transfert de compétences vers d'accord, les équipes opérationnelles du client, parce que nous, on croit sincèrement que tant que les équipes n'ont pas été confrontées à ce genre d'exercice ouais, concrètement qui ne peuvent pas échanger avec des hackers, ça reste des boîtes noires pour eux et ils risquent de reproduire les mêmes erreurs encore et encore. Et puis, au bout du bout, on a deux choses. On est capable, avec des connectiques, des connecteurs, pardon, qu'on a mis sur la plateforme, de créer des tickets dans les systèmes de ticketing des clients à partir de notre plateforme pour les équipes de d'accord, développement, par exemple. Donc, on a du Jira, on a du GitLab, on a du ServiceNow, etc., etc. Et on fait surtout du retest. C'est-à-dire qu'une fois que l'équipe de développement considère qu'elle a corrigé une faille, ouais. on redemande au hacker de retester une deuxième fois pour s'assurer que la faille a réellement été corrigée. Corrigé. D'accord. Ouais, donc ça va au bout et le fait de faire un test à nouveau, ça responsabilise, j'imagine, autant le hacker que l'équipe technique en face. Tout à fait. Et on sait que la responsabilité et le partage des rôles est très importante dans la gestion de la cybersécurité, la gestion, de la remédiation particulièrement. Il faut que les rôles soient très, très clairs. Excellent, Clairement. c'est beaucoup plus clair pour nous aujourd'hui. Hem, Si tu devais, t'adresser à l'audience qui est la nôtre chez Sibyl, qui est plutôt une audience de petite entreprise et une audience qui va de plus en plus aussi vers la profession libérale réglementée. Tous ces individus qui sont un peu démunis face à la technologie et la technicité des sujets, mais qui néanmoins ont des données sensibles. Je pense à des avocats, des notaires, des choses comme ça. Vers ces cibles-là, et fort à la fois de ton offre et de ton expertise de tests, qu'on appellera offensifs, est-ce que tu as un message à leur faire passer? Est-ce que tu as une recommandation à leur faire? Alors, ouais, je pense que j'ai quelques messages à leur passer. Le premier, c'est, et sans vouloir être anxiogène, le premier, c'est il faut que tout le monde comprenne que l'idée de dire, moi, je suis tout petit, je ne suis pas ciblé, je ne vois pas ce que j'ai d'intéressant, est un mirage. C'est totalement faux parce qu'il y a beaucoup de profils d'attaquants
parce qu'il y a des attaquants, des cybercriminels qui tirent tous azimuts. Et puis parce qu'aujourd'hui, on sait que certaines structures, même toutes petites, ont été touchées par des Ouais. rançongiciels, des ransomware ou ce genre de choses. Et malheureusement, ça leur a coûté beaucoup de choses. Deuxièmement, en tant que patron, je pense qu'il y a un changement de paradigme à opérer aujourd'hui dans la lecture des marchés de plus en plus numérisés dans lesquels on évolue. Et je pense qu'il est important, malgré tous les défis budgétaires de ce genre de structure, de commencer à se dire que la cybersécurité, c'est un avantage compétitif Ouais, et ça n'est pas juste un centre de coût. tout à Je fait. pense que ça aide des fois les patrons à voir la cybersécurité autrement et à se dire si j'investis un minimum, Mm. ce n'est pas juste des coûts par rapport à mon concurrent à côté qui Ouais, ne l'aurait pas fait, par rapport par exemple à des services d'achat avec qui ouais. je vais pouvoir travailler, je vais démontrer que j'ai un vrai avantage Mm. aujourd'hui qui est sérieusement considéré par les interlocuteurs et l'écosystème des clients. Et peut-être le dernier sujet sur lequel voilà, je peux passer un message, c'est il faut, et c'est vraiment le strict minimum, il faut un minima investir dans des vraies solutions de backup. C'est le minimum, Ouais, le backup. Et ouais. quand je dis un backup, c'est un minima deux sauvegardes dans deux formats différents, dans deux endroits séparés physiquement. Comme ça, si vraiment il y en a un qui tombe, l'autre n'est pas touché. Les copies dans le même réseau, ça ne sert à rien. Parce que le Ouais. jour où le réseau est pris dans un rançongiciel, c'est fait. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième, ne pas hésiter à payer des prestations, ne serait-ce que d'audit global de Ouais. l'organisation ou de préconisation. Parce que je sais qu'une des difficultés des dirigeants de ce genre de structure, c'est de dire je démarre par où la Oui. question de la cybersécurité, je démarre par quoi. Et en fait, il y a autant de scénarios possibles que de structures. Donc, des fois, avoir un consultant qui peut venir et au Ouais. moins donner une sorte de roadmap aux dirigeants, quitte à ce qu'après, il la déroule ou pas, et ben, ce n'est pas un Mm. luxe. Tout à fait, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et chez Sibyl en particulier, on axe notre activité sur l'analyse de risque. Et une analyse de risque qui parle aux dirigeants, qui est un risque du coup, comme tu disais, concurrentiel, business, technologique, parce qu'on est persuadé que les dirigeants ont besoin qu'on les prenne dans leur environnement de pensée qui est le business, comment je sauvegarde mes emplois, comment je développe mon business et comment je m'assure une pérennité, et qu'on les emmène de ce point de départ-là vers un sujet qui est comment est-ce que, en sécurisant, en pérennisant, en structurant, je vais assurer ces enjeux-là. Donc là, on est tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que c'est un très bon conseil parce que connaître ces risques, moi je dis toujours hein, que connaître l'obstacle auquel on va être confronté, c'est le meilleur moyen d'anticiper la bonne attitude. Et les sauvegardes, t'en parlais, je me permets de revenir dessus parce que c'est extrêmement important, parce que la sauvegarde, c'est ce qui va permettre de se relever le plus vite possible derrière une attaque qui n'aura pas été détournée, enfin, sur laquelle malheureusement tout le monde est concerné et prend le risque d'en vivre une un jour. Par contre, ce que je dis aussi souvent aux dirigeants pour pas qu'ils soient figés, hein, comme bloqués, c'est que le jour où vous êtes attaqué, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est les jours que vous allez remettre au service et vous allez permettre de remettre le service en place. C'est les jours perdus qui vont être problématiques, c'est cet argent perdu, c'est le chômage partiel, c'est l'arrêt de production, c'est les retards de commande, etc. Mais en soi, être arrêté, entre guillemets, une attaque, ça pourrait ni plus ni moins qu'être un vendredi soir dans une entreprise qui termine à 17 h ou 18 h et on reprend lundi. Si en termes de remédiation, on est capable de reprendre le travail 2 jours plus tard, finalement, Ouais. ça va. Donc c'est Ouais, je important de pense que savoir combien de temps on peut s'arrêter, combien de temps il est possible de tenir, et c'est ces sauvegardes qui vont permettre. Moi, je dis toujours sauvegarde des données et documentation des processus et des modes opératoires. Parce que tu vois, on le voit avec les hôpitaux, quand il s'agit d'être cyberattaqué, il faut revenir à du papier. Bah, s'il n'y avait pas de procédure papier dégradée, hein, dans un plan de continuité d'activité, souvent, bah, s'il n'y avait pas ça, bah, on se regarderait tous sans savoir quoi faire et comment reprendre ouais. l'activité hors informatique. Non, mais clairement, pour rebondir peut-être, si tu me le permets, Oui, je bien pense sûr. qu'effectivement, tu l'as bien cité, cette première étude ou cette première consultation qu'on peut avoir, ce qu'on disait, l'analyse de risque, etc., elle peut aussi donner lieu très, très vite à, tu l'as mentionné, les politiques de continuité d'activité ou de reprise d'activité, les PCA, PRA, Ouais, qui sont essentielles
Et surtout, c'est des choses qui permettent de s'entraîner et Oui. de se préparer à minima. Parce qu'une des difficultés aussi, c'est comme dans les arts martiaux, c'est comme dans les fonctions à difficulté. Par exemple, le pilotage d'avion, ils font tous énormément Mm. d'entraînement pour se dire le jour où j'ai un problème technique, Oui. je réfléchis et j'ai un protocole à suivre. Oui. En fait, c'est qu'il ne faut pas improviser. Il y a un protocole qu'il faut suivre. On ouvre le manuel, je coupe ci, j'appuie là, je vérifie la sauvegarde, je relance Mm. ça, parce qu'on n'a pas le temps de commencer à faire des choses artistiques. Et donc, effectivement, il y a aussi ce côté Mm. entraînement, Mm. au moins préparation psychologique qu'il faut avoir et qui peut donner lieu à minima, à un mini protocole, Oui. voilà, adapté à l'échelle de la société pour dire, voilà, bah, le jour où je fais face à ça, je sais au moins que j'ai 10 étapes C'est ça. voilà, essentielles que je dois suivre pour réduire les Mm. dégâts dans les 24-48 heures qui vont démarrer. Oui, tout à fait. On est complètement d'accord. Yassir, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce qu'il y a un point sur lequel tu voudrais revenir ou une idée que tu n'aurais pas suffisamment développée? Ou est-ce que Non, pour toi, écoute, c'est bon? non, moi, je te remercie pour l'invitation et je pense que la cybersécurité, malgré tout ce qu'on en dit, c'est un terrain et c'est un champ qui est extrêmement passionnant. Donc, j'invite les dirigeants et toutes les personnes qui écoutent ce podcast à s'y intéresser et à dépasser peut-être les clichés qu'on peut avoir sur Mm. ça. C'est des communautés extrêmement vivantes. Et puis, de toute façon, c'est le cœur du réacteur de toutes les innovations technologiques qu'on est en Ouais, train de faire aujourd'hui. tout à fait, ouais. Et il y a une étude qui est sortie, je crois, hier ou avant-hier, qui montrait à quel point il y avait encore des collaborateurs dans les entreprises d'aujourd'hui qui sont pas autonomes numériquement. Donc il y a en plus dans la cybersécurité, ça réinterroge un peu la rupture de compétences numériques dans le monde des affaires. Et la cybersécurité est un bon moyen finalement de se dire: «OK, je vais me remettre à jour, je vais me remettre à plat et je vais revenir un peu aux standards de marché parce que, ça m'aidera à être compétitif, ça m'aidera à être peut-être aussi plus serein». Mmh, J'en suis clairement, sûr. clairement. Super, bah, écoute, merci beaucoup Yassir. On a eu plein de petits sujets, de péripéties techniques et cetera. Donc je te remercie infiniment d'avoir été patient et d'avoir été avec nous. J'invite vraiment tout le monde à suivre ton activité parce que c'est quelque chose qui est probablement méconnu d'un certain nombre de grandes d'entreprises et de dirigeants. Pourtant, ça révèle bien l'attitude et tu le disais, la dynamique dans laquelle le secteur est et effectivement faire tester ces applications, faire tester ces systèmes par des gens qui sont là pour ça, qui ont soif de comprendre et d'apprendre et de faire évoluer, les écosystèmes, c'est primordial et c'est plutôt stimulant. Un immense merci pour ton invitation, Stéphane, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup Yassir.